Apprendre ou à donner, une émission présentée par Dvora Serrao, directrice du projet à la Morim. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Apprendre ou à donner, une émission dédiée à l'éducation, à l'enseignement, aux projets éducatifs. Shavuatov donc à tous nos auditeurs et nos auditrices. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui avec nous Myriam Maman. Bonjour. Bonjour Dvora Serrao. Merci d'être avec nous ce matin pour démarrer cette semaine. Alors Myriam, vous êtes née au Maroc, vous êtes professeure licenciée en russe et puis depuis près de 30 ans déjà, vous enseignez l'anglais dans plusieurs lycées parisiens, dont celui de l'école Yavneh. Je parle de Yavneh, je mentionne cet établissement, parce que nous allons reparler de ce projet pédagogique que vous avez mené. Aujourd'hui, je vous reçois Myriam parce que vous avez édité, enfin vous ne l'avez pas publié, mais en tout cas vous avez sorti un livre donc qui s'appelle, que je montre ici à la caméra à nos auditeurs, à nos auditrices qui ne le verront pas mais qui pourront le voir lorsqu'ils se connecteront sur le site de Judaïque FM pour revoir cette vidéo. Le chant des remparts. Alors le titre est un peu long, on va en reparler. Le chant des remparts, voyage à travers la légende d'un prince. Le conte d'un atelier d'enfants du ghetto de Lodz. Alors nous allons tout de suite en parler. Je tiens à expliquer à nos auditeurs et à nos auditrices que nous avons choisi de présenter ce livre aujourd'hui pour deux raisons. Tout d'abord parce que nous nous approchons très rapidement de la fête de Pourim et que souvent on fait cette comparaison, en tout cas on contextualise un peu la situation d'Amalek et parfois on en profite pour évoquer certains aspects de la Shoah, de la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est aussi et surtout parce que certains enseignants commencent déjà à se projeter dans la préparation des projets de l'année prochaine. De nombreux élèves sont déjà partis ou vont encore partir. Ça a été une période très intensive pour les voyages en Pologne et aucun voyage ne saurait être un voyage éducatif si un projet éducatif ne l'accompagne pas. C'est donc dans ce contexte que nous vous présentons. Vous êtes donc une professeure dans des établissements juifs. Pouvez-vous d'abord nous parler de la légende d'un prince? De quoi s'agit-il? De qui parle-t-on? Qu'est-ce que la légende d'un prince? Vous nous dites que c'est un conte d'un atelier d'enfants du ghetto de Lodz. Alors, la légende d'un prince, c'est un conte qui a été écrit et illustré dans le ghetto de Lodz en Pologne sous le Troisième Reich. Il a été découvert après la guerre dans les décombres du ghetto par un survivant du ghetto de Lodz et remis en 1971 par la veuve de ce survivant à Yad Vashem. Je l'ai découvert à Yad Vashem il y a maintenant un peu plus de 10 ans et j'ai eu vraiment un coup de cœur pour cette œuvre que j'ai tenu à explorer avec mes élèves. Alors, parlez-nous de cette œuvre. Quel est le contexte historique? Ce conte, donc, il est retrouvé où? Qui en est l'auteur? C'est un peu surprenant de retrouver un conte dans les décombres du ghetto. Alors, qui en est l'auteur? C'est une œuvre anonyme. D'accord. Mais des recherches ont montré que il aurait été rédigé par des enseignants avec l'aide d'enfants qui travaillaient dans un atelier de confection. Alors, ceci nous amène d'abord à parler du contexte historique du ghetto de Lodz. Exactement. La ville de Lodz, qui était la capitale européenne du textile, a été envahie par les Allemands en 1939. Et dès l'invasion allemande, les Juifs ont subi les premières mesures discriminatoires avant d'être chassés de leur travail, les enfants de leurs écoles, et puis chassés de leurs habitations et incarcérés de force sous la terreur dans le ghetto de Lodz. Le ghetto de Lodz donc a été établi aux confins de la ville, dans la partie la plus misérable de la ville, en mai 1940. Et là, il y a eu une explosion incroyable de créativité. Il faut dire que la communauté juive de Lodz ignorait le projet génocidaire
Et ils se sont mis tout de suite à construire des écoles, 47 écoles, des crèches, et on a employé des professeurs qualifiés, d'anciens directeurs d'école. La personne qui dirigeait le ghetto, il y avait une direction juive, Mordechai Chaim Ronkowski, donc le président du ghetto, qui a été choisi par les Allemands. Et à ce moment-là, eu l'idée de proposer aux Allemands, aux autorités allemandes, un projet sur lequel allaient se rencontrer à la fois les intérêts des Juifs et les intérêts des Allemands. C'est-à-dire que comme les Juifs avaient été spoliés d'absolument tous leurs biens, il a proposé aux Allemands de livrer des machines afin que les Juifs, il y avait 9000 artisans juifs dans le ghetto et dans tous les corps de métier, afin que les artisans juifs puissent travailler pour les Allemands et recevoir en échange de la nourriture et être payés. Bon, la nourriture est arrivée de manière très irrégulière, très parcimonieuse, et ils ont été affamés. Et cette situation avec les écoles, comment dire, toute ce travail qui a été mis en place avec les écoles, avec les enfants, n'a pu durer que jusqu'en octobre 1941, puisqu'en octobre 1941, il y a eu des transferts de population juive d'Europe centrale, 20 000 personnes et 5 000 tziganes qui ont été parquées dans le ghetto et dans les écoles. Donc on a dû fermer les écoles et trouver des moyens d'éducation parallèle. Voilà. Alors, ce qui est surprenant, non, mais ce qui est impressionnant, c'est ce souhait, ce désir de vouloir reconstruire une vie, de l'organiser, pas de reconstruire, d'organiser cette vie dans le ghetto, de maintenir une cohésion. C'est quand même la vision de cet homme qui décide de trouver du travail, d'occuper les adultes, parce que on peut s'imaginer ce que l'oisiveté aurait pu générer dans un ghetto avec cette promiscuité entre les adultes, mais aussi il ne laisse pas les enfants traîner dans les rues et donc il prévoit leur éducation. Alors, qu'est-ce qui se passe après Mais en 1942 débutent les premières déportations. Voilà. Et en avril 1942, des médecins allemands débarquent dans le ghetto et départagent la population en aptes au travail et inaptes au travail. Et tous ceux qui ne possèdent pas un certificat de travail sont déportés. Donc, il lance l'idée il propose à tous les chefs d'atelier dans le ghetto d'employer des enfants. Et justement, il y aura un chef d'atelier qui sera particulièrement compatissant, qui aura à cœur d'assurer le bien-être des enfants, de leur apporter un soutien moral. C'est Léon Glaser, voilà. Donc directeur d'un atelier de confection qui deviendra en 1943 une véritable usine et qui accueillera en son sein près de 700 enfants dès l'âge de 9 ans. Voilà, donc ces enfants travaillent. Oui, il faut savoir que les Allemands ont demandé en septembre 1942 que leur soient livrés des enfants jusqu'à l'âge de 10 ans, puisque c'est le compromis que Ronkowski a obtenu. Donc, tous les enfants ont été livrés jusqu'à l'âge de 10 ans, mais Léon Glaser organise une crèche pour enfants, il organise un endroit pour accueillir les enfants jusqu'à 8 ans, et ensuite, il procure du travail aux enfants à partir de l'âge de 9 ans dans les ateliers, mais tout en leur assurant une éducation, ce qu'ont fait aussi d'autres chefs d'atelier, mais de manière moins engagé, oui, c'est cela, exactement. Puisque, alors, Léon Glaser va également, dans le sous-sol de son usine, proposer aux enfants des cours, des activités culturelles, des cours de littérature, des cours de poésie, puisqu'il va engager des enseignants qualifiés, des poètes, des écrivains, aussi un chef d'orchestre. Il va y avoir une troupe théâtrale, il va y avoir donc des ateliers de peinture, et c'est là probablement qu'a été rédigé, créé et peinte cette œuvre magnifique qui s'appelait Le Conte du Prince, qui a été renommé par Yad Vashem La Légende du prince, que moi j'ai renommé
Voilà, La légende d'un prince. Donc c'est ce conte qui est un peu le reflet de ce qui s'est passé dans ce ghetto, de ce qui s'est passé dans cet atelier de confection où les enfants travaillent, mais où on se refuse à n'en faire que des travailleurs, puisque on leur assure une éducation, et une éducation des plus riches, puisque comme vous l'avez dit, une éducation tant sur les textes que sur la littérature, que sur les arts, que la musique, etc. Et donc on en arrive à cette créativité extraordinaire dans un contexte de nuit et brouillard, si je peux m'exprimer ainsi, de violences terribles, de déportations régulières, d'appels, et cette envie d'éduquer, ce souci de vouloir transmettre à des enfants autre chose que la peur ambiante, et si on peut le dire, on va en reparler tout à l'heure après la pause, quelque chose de très très fort qu'on ressent très fortement dans votre livre, que vous décrivez très très bien. Je voudrais juste lire l'introduction, enfin un tout petit paragraphe de l'introduction de Franklin Roski, donc du professeur Franklin Roski, qui vous a fait l'honneur de rédiger donc cette introduction. Il parle de la valeur de cet ouvrage qu'il retrouve dans la force du désir de vivre, de transmettre, de témoigner, d'exprimer, de rêver face à la ténébreuse constellation de la nuit et du brouillard qui engloutira finalement ces enfants et leurs maîtres, habitants d'une école clandestine au cœur d'un atelier de confection où travaille, dans les dures conditions, une main-d'œuvre infantile exploitée qui disparaîtra dans la tempête de la déportation au camp de la mort. En lisant ce passage, j'ai pensé au poème de Victor Hugo, où il décrit ces enfants qui partent travailler dans les mines, et je me suis dit que ce dont vous parlez ici, c'est vraiment l'antithèse de ce que Victor Hugo peut décrire. C'est-à-dire ces enfants qui partent travailler, ici bien sûr ils sont obligés aussi d'aller travailler, sauf qu'on a des adultes qui sont soucieux du bien-être de ces enfants, en tout cas de leur éducation, et qui ont ce souci qui les habite tellement fortement qu'ils vont prendre des risques pour organiser leur éducation, ce qui va aboutir à la rédaction de ce conte. On va faire une courte pause, Myriam. On revient tout de suite après avec nos auditeurs et on vous retrouve donc pour la suite de cet échange. Voilà, merci à tous de nous retrouver dans cette émission Apprendre ou à donner. Je reçois aujourd'hui Madame Myriam Maman, qui est l'auteur donc de cet ouvrage Le Chant des remparts, que je remontre pour ceux qui auront le plaisir de nous écouter en nous regardant sur le site de Judaïque FM. Le Chant des remparts, donc un ouvrage qui présente une œuvre anonyme intitulée La légende d'un prince, retrouvée dans les décombres du ghetto de Lodz, et qui a été remis, donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, en 1971 à Yad Vashem, et que vous avez découvert plutôt récemment, il y a 10 ans, mais qui tout de suite vous a donné envie donc de construire un projet pédagogique avec vos élèves de première autour de cela. Je rappelle que vous êtes professeur d'anglais, pas professeur d'histoire, ce qui est quand même très intéressant comme démarche pédagogique. On dit toujours que les bonnes écoles, ce sont les écoles où tout le monde vibre au son du même projet et de la même vision. Je pense que c'est vraiment intéressant cet aspect du projet. Et nous étions donc, vous nous avez présenté le contexte historique de ce conte. Vous nous avez beaucoup parlé du courage, de la détermination, donc du responsable de Monsieur Glatzer, responsable donc maître d'œuvre de cet atelier de confection où les enfants se retrouvent obligés de travailler. Et puis on a un peu abordé la question de la créativité, donc de cette presque pulsion, ce besoin de pouvoir créer, de pouvoir, au travers de cette création, exprimer aussi bien des déceptions que des espoirs, et pas en deux mots, désespoir, mais aussi peut-être parfois le désespoir. Il y a alors ce conte est illustré, vous le reprenez dans votre livre, et alors face à l'illustration numéro 8 où on voit des enfants s'amuser, il y a un texte qui m'a beaucoup marqué, une paragraphe qui m'a beaucoup marqué, et je vous demanderai de bien vouloir y réagir, Myriam. Alors ça commence par ouf, un mot très enfantin. Les obstacles sont tombés. Plus d'inquiétude aucune. À présent, le cœur bondit de joie. Dans la spacieuse salle, le labeur, les tensions sont oubliées. Lorsqu'avec les patrons de leurs ouvrages jaillit du mur avec allégresse et liesse, toutes les petites ouvrières se mettent à danser. La danse, la joie, plus d'inquiétude, le cœur bondit de joie. Comment
on arrive avec des enfants enfermés dans un ghetto à exprimer autant d'espoir et d'espérance? Alors tout d'abord, ils sont accompagnés par des enseignants qui sont très bienveillants, qui ont beaucoup d'empathie. Et ces enseignants apparaissent dans le conte sous la forme d'allégories, princesse allégresse, prince en train, princesse courage. Donc, ce sont aussi des métaphores de ce que les enfants doivent mettre en œuvre afin de dépasser la souffrance. Et puis, tout au long du conte, on a des symboles, on a des symboles des métaphores qui, en fait, permettent une sorte de distanciation d'avec la souffrance. Donc, en se distançant de ces objets d'aliénation, les objets d'aliénation qui sont les objets de couture pour les enfants qui, quand ils entrent dans l'atelier, ne savent pas coudre, qui sont pour eux comme des ennemis. Les enfants ne peuvent exprimer leurs sentiments, ils ont des émotions qui sont complètement refoulées, et on voit dans une image qui précède que il y a un renversement. Il y a un renversement. Je parle de renversement parce que l'image que vous avez choisie, qui correspond à cet extrait, c'est une image où on voit des enfants danser avec des patrons de vêtements qui leur servent de masques. Et ces masques-là évoquent la fête de Pourim. C'est une fête du retournement. C'est ça. Où l'on croit, où l'on a l'espoir qui est vraiment ancré dans la tradition juive, l'espoir toujours d'un retournement heureux. Magnifique. Il n'y a pas de déterminisme. Eh bien, au départ, les enfants ont peur des instruments de couture, des outils de couture. Il y a une scène qui précède où l'on voit les outils de couture qui sont des objets qui parlent, qui s'animent, absolument, et qui ont peur des enfants. Donc en fait, il y a un retournement à travers cette théâtralisation, puisque le conte était destiné en fait à être joué comme une pièce de théâtre, avec les tableaux qui devaient servir d'appui, de support au décor. Les enfants apprennent à se distancier. Peut-être devait-il jouer le rôle d'une bobine qui, elle, est pleine de courage. Donc, en fait, ils arrivent à dépasser la souffrance parce que, par cette distanciation, ils arrivent à dominer les choses, à se réapproprier en même temps leurs émotions. Il y a un énorme travail pédagogique derrière, en tout cas, il y a une énorme conscience pédagogique derrière ce projet. Il y a un travail pédagogique également qui est fait avec les enfants. Les messages sont forts, les symboles sont forts. Je vous remercie d'avoir lié cette émission donc à la fête de Pourim, puisque nous sommes à quelques jours de cela. Vous me remarquez dans votre livre, d'ailleurs vous citez dans votre livre, vous avez plusieurs citations sur cette force créatrice, et je crois que vous vouliez nous parler, nous rapporter une citation que vous faites j'ai envie de dire presque du fait que cette pulsion créatrice, elle est inhérente à l'identité juive. Elle est inhérente à l'identité juive qui prône la vie, le respect de la vie et également la transmission. Et on voit tout au long à travers la trame narrative, on voit les enfants courir. Et en fait, on comprend qu'il y a l'épée de Damoclès de la sélection qui à tout instant, les Allemands avaient transformé le ghetto de Lodz en une arène virtuelle. Oui. Eh bien, on voit les enfants qui doivent affronter des monstres, on les voit parfois désespérés, et puis tout d'un coup ils se relèvent. Oui. Et là, je voudrais lire un passage. Je vous en prie. Voilà. Car si les étapes dans la vie des enfants ne semblent pas se succéder logiquement, à plusieurs reprises, comme lorsque l'on pourrait les croire en but à une impasse ou parvenus à un point de non-retour, destruction du travail par les lutins, risque d'asphyxie dans une shkolka surpeuplée, nouvel exil et nouvelle course, menace d'être dévorés par des bêtes féroces, ils se redressent et reprennent la marche, ou chantent,
de nouveau au bord de l'eau qui pourrait les engloutir à jamais. Le parcours des enfants reflète l'histoire biblique d'Israël, que le rabbin Roger Gershon Cohen décrit comme une suite d'illogismes, comme l'histoire constamment renouvelée d'un peuple persécuté et qui, malgré tout, conserve éternellement sa vitalité à l'image du buisson ardent qui brûle, mais ne se consume jamais. Magnifique, merci beaucoup. Justement, alors je voudrais rebondir sur cette citation en revenant au titre de votre livre, puisque vous, dans cette citation, vous parlez du chant, donc de cette marche qui ne s'arrête jamais. Et la marche, ici, a une connotation très positive, contrairement à ce qu'on peut se souvenir par association d'idées de la marche dans le contexte de la Deuxième Guerre. En tout cas, on parle du chant. Alors, vous avez une citation aussi très, très belle sur la différence entre le cri et le chant. Et vous avez décidé d'ailleurs de donner comme titre à votre ouvrage Le chant des remparts. Vous ne vous êtes pas contenté de la légende d'un prince. Pouvez-vous nous expliquer ce choix ? Qu'est-ce qu'il y a dans le chant ? Quelle est l'allusion derrière le rempart ? Pourquoi avoir décidé de parler de prendre comme peut-être métaphore le chant plutôt que la légende ou le prince ? Eh bien, parce que les enfants qui n'ont plus où aller, puisque la Shkolka est surpeuplée, la Shkolka, au début, c'est comme une petite chaumière, vont devoir affronter des tas d'épreuves, et leur but est d'arriver à un château. Mais ce château est entouré d'un cours d'eau, et on parle d'une béance de la terre qui ouvre la terre ouvre sa gueule béante. En fait, c'est une béance du sens pour ces enfants. Et ces enfants vont faire le tour du château en chantant, alors qu'ils sont désespérés. Et ils sont au bord des murailles du château, et ce chant des enfants évoque pour moi le chant de Josué, accompagné de ses soldats au pied des murailles de Jéricho. Au lieu de combattre la cité de Jéricho, eh bien Josué et ses soldats vont faire cette fois le tour des murailles, au son des trompettes et du chauffard. Et en fait, pour moi, le chant des enfants, c'est un petit peu le chant du chauffard. Voilà, en vous disant ça, je suis... Bien sûr, on ne peut qu'être ému en entendant cette analogie, cette comparaison. Je comprends très bien votre émotion. On est et vous souvent... parliez de Rilke. Voilà, qui là je cherche la citation de Rilke, mais il dit que en fait, quand Rilke donne des conseils à un jeune poète, il lui dit apprends à dépasser le cri. Pour en faire un chant. Que c'est beaucoup plus fort. Alors, on a beaucoup parlé donc de ce livre, on a beaucoup parlé de la légende, d'un prince, du contexte à Lodz. Je voudrais juste rappeler que ce livre, c'est aussi le récit. On va peut-être pouvoir moins y entrer, mais j'espère qu'on aura l'occasion à la Morim ou ailleurs de vous inviter à en parler devant des enseignants, parce que je crois sincèrement que ce genre de projet, ce type d'ouvrage peut donner naissance à des projets pédagogiques. Ça a été le cas pour vous. Lorsque vous découvrez cette légende, vous leur en faites un projet pédagogique au sein de l'école Yavne dans les années 2011 et 2012. Cela donne une naissance à une exposition. On retrouve à la fin de votre ouvrage des élèves qui ont été très marqués par cette expérience. J'ai juste envie de dire que souvent le dilemme pour un enseignant, c'est de se demander comment on va parler de la Shoah. En parler trop et en parler dans sa, j'ai envie de dire uniquement dans son horreur et dans sa violence, peut être très troublant et puis peut-être contre-productif. Par contre, véhiculer des messages comme ceux que vous nous avez décrits ici comme faisant partie de l'identité juive, constituant de l'identité juive, peut donner naissance au contraire à des réflexions de la part des élèves et à produire de l'engagement au niveau de cela. Alors vous aviez, juste pour terminer en conclusion, la citation d'une élève qui décrit
En quoi pour elle cela a été non seulement formateur mais transformateur? Oui, alors mais je voudrais dire avant que j'avais fait faire à mes élèves autour de Pologne des carnets de voyage parce que il y avait une difficulté pour eux à mettre en mots leur expérience par rapport à ce voyage, à l'oral en tout cas, et à l'écrit, bon, ils y arrivaient. Et en fait, le passage par la médiation du conte a permis une libération de la parole. C'est ça. Et leur a permis de devenir les acteurs de cette transmission. Les acteurs de cette transmission. Alors, je voulais que je lise. Alors, on va peut-être proposer à nos auditeurs de se précipiter dans une librairie pour retrouver votre livre, pour découvrir les témoignages de ces élèves, parce que nous arrivons à la fin de cette émission passionnante. Toutes les informations sur ce livre seront sur notre page Facebook, sur notre site internet, et nous invitons tout le monde à nous retrouver. Myriam, j'ai le sentiment que vous avez encore énormément de choses à nous raconter au sujet de ce livre. J'espère vraiment qu'on aura l'occasion d'en reparler. Je remercie nos auditeurs et nos auditrices de nous avoir suivis. Je vous remercie, Myriam Aman, d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup, Déborah. On vous souhaite à tous de très belles fêtes de Pourim, de beaux projets pédagogiques et à très bientôt. À très bientôt. Apprendre ou à donner, une émission présentée par Dvora Serao, directrice du projet Alamorim.